Antoine, ça se trouve à être, bienvenue à tous. Antoine, ça se trouve à être un des fondateurs de Cœurway, qui était venu nous présenter au premier Boria, là, avec Pierre-Olivier, je crois qu'il s'appelait. Au premier Boria, il était venu nous présenter Cœurway. Puis j'ai eu des commentaires de gens, ça serait fun de voir un peu où ils sont rendus aujourd'hui. Ça fait déjà au moins un an qu'on les a vus. Fait que là, j'ai écrit à Antoine, puis Antoine il était très gentil de vouloir venir nous voir, puis il m'a même proposé qu'on fasse ça sous forme de questions-réponses, comme vous avez pu voir dans la dernière semaine. Je vous avais lancé des questions sur Discord, sur le groupe Facebook de Boria, puis lui, il les a compilées, puis il va y répondre ce soir, incluant une petite session à la fin, là, si vous avez des questions additionnelles, là, comme à toutes les présentations, on va pouvoir poser des questions. Et après ça, on va publier ça sur YouTube. Puis là, tout le monde va avoir une question-réponse. Ça va être très cool. Fait que je laisse la parole à Antoine. Merci beaucoup d'être là. Puis merci. Bonne rencontre. Merci tout le monde, c'est vraiment apprécié. Je suis vraiment content d'être ici ce soir. Juste pour commencer, il y a une couple de questions qui n'étaient pas nécessairement centrées sur l'AI. C'est que moi, mon expertise, c'est vraiment plus l'AI, la santé, et non nécessairement directement la technique, comme par exemple, c'est quoi vos systèmes de redondance. J'ai posé toutes ces questions-là à PO, fait que j'ai quand même des réponses pour vous ce soir. Je vais quand même prendre le temps de les lire pour ne pas dire n'importe quoi non plus. Donc, grosso modo, mon parcours à moi en général, à la base, je suis professionnel en santé, je suis un kinésiologue. J'ai travaillé 3 ans en AI médical à New York sur un software qui faisait la télé-réadaptation en soins à domicile avec la caméra cellulaire qui analysait les mouvements du corps et ainsi de suite pour faire de la physiothérapie pendant la COVID. Par la suite, j'ai fondé Cœurway avec ma femme, qui était également kinésiologue, et Pierre-Olivier, notre cofondateur technique. Donc, chez Cœurway, je m'occupais grosso modo du produit. J'étais product manager, j'étais aussi le CEO qui s'occupait de toute la gestion, les opérations de l'entreprise, mais également la gestion du produit. Je m'occupais de la roadmap, le go-to-market, les ventes. Bien, en gros, j'étais un cofondateur de start-up, je faisais un peu tout. Juste autant qu'on s'est approché par Medfort 1 mois après notre lancement. Donc, on avait déjà au-dessus de 600 utilisateurs dans le premier mois de lancement. Là. Donc, on avait déjà une bonne croissance dès les premiers instants. Donc, c'est certain que ça l'a intéressé beaucoup. Puis, c'est des joueurs qu'on parlait avec depuis un à 1 an et demi déjà, là, qui étaient proches de nous, qui nous posaient des questions, des fois trop de questions. Mais on est venu à justement à la conclusion où est-ce que c'était vraiment le meilleur fit pour, en général, offrir cette technologie-là à plus de gens possible, puis d'offrir la meilleure technologie sans qu'il y ait d'autres compagnies ou d'autres dossiers électroniques médicaux décident de le faire un peu de leur côté, mais qu'au final, le produit n'est pas aussi optimal pour les médecins ou les professionnels de santé. À la base, quand on l'a transféré, en fait, toute l'équipe a été transférée chez Medfort et non juste la technologie. C'était une obligation pour la vente de l'entreprise que toute notre équipe transige de là-bas. Donc, à la base, j'étais le chef du go-to-market là-bas en AI. Jusqu'au temps que, bon, j'ai transféré mes clients, ainsi de suite. Mais moi, mon expertise, à la base, j'ai été placé de ça parce que on a eu besoin de quelqu'un qui faisait la commercialisation chez Cœurway, puis ben moi, j'ai juste fit the role, mais c'est pas ce que je préfère en soi. Donc, depuis 6 mois, en fait, je suis le Head of AI Foundry. Ça, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que chez Medfort, avec l'acquisition de Cœurway et le talent, ils ont créé 2 entités. L'entité de fondation, fait qu'elle qui s'occupe vraiment de la structure, puis des améliorations, puis continue de l'AI et de l'implémentation dans les softwares de Medfort. Puis l'AI Foundry, c'est vraiment comme je dirais comme une start-up en AI dans une grande entreprise. On est 4 personnes, puis à chaque 6 mois, on fait une preuve de concept. On pitch au board. Si c'est accepté, on a un financement, puis on crée un MVP en 6 mois. Puis après ça, il y a l'équipe de commercialisation qui arrive, puis on répète. On répète. Fait qu'on n'est pas dans la grosse chain of command d'une grosse corporation. Fait qu'on est juste... Ils nous mettent 4 personnes dans un garage au pire, puis aller gosser, puis trouver quelque chose qui a de l'allure. Fait que moi, j'adore, c'est ce que j'aime faire. Donc, mon expertise, c'est les Large Language Models, les agents IA, la stratégie de produit, donc la roadmap, faire l'évaluation de marché aussi, parce qu'on est une équipe de 4. Donc, on fait l'entièreté de la recherche de produits. Est-ce que ça fit à un besoin? Comment on peut le commercialiser? Puis quand on voit qu'il y a un potentiel, là, on le construit. Puis en ce moment, c'est principalement moi qui fais toutes les preuves de concept en vibe codant. Donc, ce n'est pas nécessairement des produits qui vont voir le jour, mais c'est des preuves de concept après ça qui peuvent être repris par une équipe. On a une équipe, en fait, une équipe MVP. Fait qu'on a
un ML engineer, on a un data engineer, puis on a aussi un full stack engineer qui s'occupe justement de monter les preuves de concept qu'on monte puis qu'on présente au board. Puis, j'ai aussi beaucoup d'expérience en partenariat B2B, B2G, puis aussi, le M&A, c'est l'acquisition, en fait, de compagnies early stage, étant donné que je n'ai vécu une. Donc, la première question, c'est sûr qu'il y a eu plus ou moins de questions, fait que je vais quand même passer rapidement sur les questions, mais si jamais vous avez des questions qui viennent au fur et à mesure, prenez le temps de les écrire. Moi, sinon, je coupe le monde, fait écrivez-les. C'est une technique que j'ai adoptée. Donc, comment le système s'adapte, tu peux rentrer, comment le système s'adapte aux accents, au bruit ambiant, puis aux troubles de la parole, comme moi, j'ai de la dyslexie, des fois, je marmonne, puis j'ai de la difficulté des fois à m'exprimer. Donc, ça peut créer des confusions dans la transcription. Puis ça, c'est vraiment normal. Surtout dans les... tu sais, nous, à la base, chez Kerwick, on avait commencé, on avait pris des services de transcription qui étaient propriétaires, mettons, de chez Azure, chez AWS, ainsi de suite. Mais on voyait qu'il y avait toujours un manque en général, puis ça coûtait extrêmement cher, comme 70% de notre coût technique allait chez Azure. On était comme pas super. Fait qu'on on s'est viré sur du open source, puis qu'on a fine-tuné au fur et à mesure avec les années. Fait que je vais prendre la réponse politique de PO pour être sûr que je me fais enregistrer. Là. Non. Dans le fond, ça, on fait de la collecte de données, mais qui est anonymisée, ainsi de suite, qui n'est pas utilisée pour identifier les personnes puis écouter. Il y a personne qui écoute nécessairement les conversations, mais c'est vraiment juste pour les utiliser, en fait, pour faire un exercice pour préparer puis fine-tuner les modèles, en fait. C'est certain que c'est long à faire parce qu'on ne veut pas juste tout prendre puis garrocher, parce que ce qu'il m'a dit, c'est que ça allait faire du overfitting, puis ça va juste être moins bon en général si on fait ça. Fait qu'il faut quand même utiliser une certaine gamme d'audio qui sont pas parfaites, mais pas overpolluées pour comme briser les échantillons en général. Fait que c'est long à faire en général, surtout dans la langue française québécoise, étant donné que, on a beaucoup d'accents dans toutes les régions, il y a beaucoup d'anglicismes, puis il y a beaucoup d'autres langages en général qui commencent à s'implémenter un peu partout avec l'immigration, puis c'est normal, puis c'est ça qui fait la beauté du défi qu'on a voulu régler ici au Québec. Puis c'est une des raisons pourquoi les grandes entreprises américaines ils ont de la difficulté ou qu'ils n'ont jamais percé au Québec. C'est à cause de cette difficulté-là qui était vraiment subtile. Donc, c'est ça. Pour la portion des bruits ambiants, c'est un peu le même principe. C'est certain que pour les bruits ambiants, on a une normalisation en fait de l'audio qui est faite pré-processing avant de l'envoyer au modèle pour être sûr qu'on réussit à diminuer le plus possible les différentes fragmentations qui ne font pas de sens, dans le fond, les bruits qui est comme hors de ce qu'on voudrait faire. Un peu quand tu fais une vidéo YouTube, ainsi de suite, il y a un bruit d'un camion, ainsi de suite, ou il y a juste un bruit de fan. On a monté un modèle, en fait, qui diminue ces bruits ambiants-là, qui fait que la voix est plus clear, puis elle est comme plus facile à entendre, fait que le modèle est plus facile à faire la transcription, grosso modo. Comment on avance l'intégration dans le milieu public, puis c'est quoi la réception, puis est-ce qu'on collabore avec le secteur privé? Le milieu public, ça a été long. En fait, nous, une de nos succès au niveau de notre commercialisation, c'est que on a fait... il y a une affaire qui s'appelle le bottom-top. Fait que tu commences par les users, ou tu commences, mettons, le top, ce serait, on va dire, par exemple, l'entité gouvernementale. Fait que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que il y avait Marie qui s'occupait principalement de toutes les relations d'affaires avec les gouvernements, qui parlait aux sous-ministres, aux hôpitaux, aux dirigeants, qui étaient dans des événements qui étaient vraiment plus publics, ainsi de suite. Tu avais moi, de mon côté, qui focusait 100% sur les médecins. Fait que moi, je vendais les licences aux médecins. Puis, Kerway, c'était facile à adopter. Tu vas sur un browser, tu ouvres une table, tu marques Kerway, tu t'inscris, tu vérifies ton courriel, tu payes sur le micro, tu enregistres, tu arrêtes, tu as ta note. Copier-coller, fini. Tu n'as même pas d'adoption, tu n'as pas de gestion de changement, tu n'as personne impliqué à part toi et le patient. Tu n'as pas la direction, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. C'est super rapide. Fait que quand il y a un médecin qui l'adoptait, ça allait rapidement que hey, monsieur Tremblay, votre note, je suis capable de la lire, c'est clair, je suis capable de faire le suivi de le patient, parce que les médecins, ils se dépêchent, puis ils écrivent vite, puis des abréviations à gauche, à droite. Puis à la fin, pour des raisons de conformité puis de
De transparence, on mettait, cette note était générée par l'intelligence artificielle de Cœur-Roué. C'est que le de Cœur-Roué n'était pas obligatoire. C'était juste l'intelligence artificielle, mais ça faisait que le monde voyait Cœur-Roué à la fin des notes. Donc, ça allait rapidement où est-ce que on était à tous les événements des groupes de médecins. On était partout au Québec. On s'est déplacé vraiment partout. Puis quand je dis on, ben, c'était principalement moi. Là. Mais vers la fin, j'ai engagé 2 personnes qui m'ont beaucoup aidé justement dans les ventes. Ce qui a fait, qui a créé beaucoup de pression vers le bas, que c'est les médecins qui allaient voir les entités gouvernementales, les chefs d'hôpital, puis ils en parlaient. Fait que ça a créé de la pression vers le bas, que les médecins voulaient les utiliser à l'hôpital, voulaient ci, voulaient ça. Fait que ça a créé qu'éventuellement, ben, il y a des projets pilotes qui c'est pas une... Je sais que Marie travaillait beaucoup vers le bas, fait qu'on était bien connus. On a aussi gagné le prix Hippocrate, là, qui est un des plus gros prix prestigieux dans le domaine de la santé en technologie. Donc, ça nous a fait connaître dans toute l'entièreté encore plus, on va dire, en profondeur en soi. Fait que ça a fait que, bon, c'était plus facile après ça. Puis on a été choisi pour un des plus gros financements d'AI au Canada, justement, qui finançait 3000 licences de médecins pendant 1 an au Québec. On était le seul fournisseur québécois qui a été choisi. Donc, ça, c'est des raisons politiques principalement, puis de travail qu'on a fait, puis qu'on était aussi les seuls qui étaient certifiés de la TGV, qui est la licence de cybersécurité pour la santé. Le privé, bien, c'est sûr, le privé, ça a été le premier qui nous a approchés. C'est rapide, là, claque dans la main, mets ça sur mon affaire, puis embarque, puis c'est bon. Le privé, par contre, souvent une fois, les gens qui travaillent au privé, puis j'enlève les médecins, c'est des gens sur le payroll. Puis souvent une fois, mettons, par exemple, c'était une clinique de travail social, on allait vendre 17 licences. 17 licences, c'est une bonne vente, on est content au début d'entreprise, tu sais. Puis, ben, les utilisateurs ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Parce que pour un patient, il était payé 1 heure. Mais avec l'AI, ben, il y avait un 40 minutes de rencontre puis un 20 minutes de prise de notes de payer. Mais avec l'AI, le propriétaire voulait dire je vais vous payer 10 minutes de notes. T'sais, ça va vous en prendre 2-3 avec Cœur-Roué pareil. On veut pas. On veut pas faire ça, on veut faire nos notes. On veut pas voir. Non, mais vous allez juste voir un patient de plus, vous n'allez pas perdre d'argent. Non, moi je suis correct. Perdu une vente. Puis le propriétaire était comme un peu en bon fusil, je comprends. Lui, il veut aider, il veut. Elle dit, vous ouvrez ça plate. Puis tout le monde, dans les surveys, tout le monde trouvait ça plate. Là. C'était de la merde, là, puis le monde n'aimait pas ça. Là. Mais à un moment donné, c'est lui qui payait ça pour son monde. À un moment donné, il faut qu'il se le rembourse quelque part aussi. Mais c'est les défis dans le privé. Il y a beaucoup de gens qui sont all-in, mais cette fois, les employés, c'est un peu différent que le public, bien, ils ont de la résistance par rapport à ça parce qu'ils perdent une aisance, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'ils faisaient des notes pendant 20 minutes. Avoir leurs notes, ils ne faisaient pas de notes pendant 20 minutes. Là. Ils faisaient un peu de Game Boy ou de cellulaire. Donc, vos modèles tournent-ils au Québec, puis est-ce qu'ils sont directement sur les appareils, puis quel type de modèle on utilise? Donc, les modèles d'AI, si tu voudrais le faire en local, utiliser en local, c'est pratiquement impossible, étant donné les grosseurs des modèles. Comme moi, mettons, j'ai un ordi gamer, puis c'est une 4090, puis le modèle que je peux rouler dessus, c'est du 7 milliards de... Comment ça s'appelle? Merci. 7 milliards de paramètres. Puis ben, le nouveau GPT-5 il est estimé à 3 milliards de paramètres. Donc, ça vous donne un peu une idée de combien de cartes graphiques il faudrait, ou la grosseur qu'il faudrait pour pouvoir hoster juste ce modèle-là en local. Fait que la façon la plus simple, c'est justement de faire affaire avec soit Azure ou AWS, c'est ce qu'on fait. Donc, tous nos serveurs à nous sont au Québec, grosso modo. Puis c'est des obligations pour la TGV également. Donc, c'est la façon la plus sécuritaire de le faire, la façon la plus facile et vite pour offrir un meilleur service aux clients. Moins de latence, moins de redondance, c'est vraiment eux qui s'en occupent, fait que ça fait super bien. Les types de modèles, on utilise différents modèles qui sont disponibles justement dans Azure ou AWS. On ne fait pas nécessairement affaire directement avec les compagnies aux États-Unis, vu qu'on ne veut pas que les données se on a des ententes avec AWS, Microsoft et Google, qui sont beaucoup plus structurés que quand tu fais affaire directement avec les compagnies. Donc, c'est mieux et c'est mieux vu aussi, en général, par rapport aux hôpitaux et aux compagnies, en général. Donc, les modèles, ben, ils n'existent pas à centaines, là, mais on utilise les plus grands modèles qui existent, puis on s'adapte, puis soit une fois, ce qu'on fait, c'est que
au début de Carway, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un modèle puis on essayait de l'améliorer. Parce qu'au début, mettons, il n'y avait pas beaucoup de paramètres. Fait qu'on essayait on a fait un brevet en optimisation des tokens. 3 mois plus tard, OpenAI sort GPT 3.5, 64 000 paramètres. On est comme, ça ne fait rien. Aujourd'hui, on est rendu à 1,5 million de paramètres. Fait que ça va tellement vite que notre stratégie a été, à la place d'améliorer les modèles, on s'est dit, on va essayer de les maximiser. Fait que ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend les Large Language Models les plus récents qui sont hostés dans nos affaires. Puis souvent, ça a été une des choses que, mais votre compétiteur, il est plus efficace. Oui, mais votre compétiteur, il roule sur Claude Sonnet 4. Claude Sonnet 4, il n'est pas encore disponible dans Bedrock, dans AWS. On ne peut pas l'utiliser, nous autres. On le sait, on le benchmark à côté, là, on le sait qu'il est meilleur, là, mais on ne l'offre pas parce qu'il n'est pas dans la suite de protection des données, et ainsi de suite. Et non, il est comme pas anti-Donald Trump, à un certain sens. Si Donald Trump me dit, moi, je veux toutes les données d'Anthropic, je les veux sur mon bureau maintenant, il peut le faire quand il veut. Tandis que quand ça passe par Microsoft Canada, ça, c'est la différence. C'est pas Microsoft US qu'on fait affaire, c'est Microsoft Canada. C'est une entreprise canadienne qui est législatif pour les lois canadiennes. Fait que c'est complètement différent. C'est quoi notre approche pour tester, déployer, mise à jour sans perturber le service clinique et comment vous gérez les incidents? Ça, c'est clairement pas une question pour moi. Mais je l'ai ici. Dans le fond, on utilise un déploiement Bloomsbury avec deux combinaisons de feature flag. Fait que, ça permet justement de pouvoir avoir une mise à jour dans certains environnements. Fait qu'on n'a pas un environnement, on a plusieurs environnements. Fait qu'on pousse sur un environnement, on fait des tests. Il y a certains users qui sont identifiés faire des tests puis briser l'application de ces tests-là. Puis quand on est assez satisfait de la version puis qu'on sait que tout fonctionne bien, bien là, c'est là qu'on la pousse sur la main. On la pousse dans des conditions où on dit qu'il est le plus idéal. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises de pousser ça un lundi matin ou un mercredi matin puis on se l'a voulu pas mal. Fait qu'il y a des moments plus intéressants. À la base, les gars de dev étaient comme on pousse. Mais là, quand on commençait à avoir 5 clients, 10 clients, 20 clients, 100 clients, 500 clients, se faire rappeler par 5 clients, c'est pas si pire, mais se faire rappeler par genre 350 clients dans le chat, c'est tannant. Donc, on est comme dit, bon, on pourrait faire de quoi qui serait un peu plus solide. T'sais. Puis après ça, on utilise aussi Docker puis Kubernetes pour aider à gérer les incidents et ça crée, dans le fond, Kubernetes crée des duplicats des Docker, puis s'il y en a un qui pète, ben, l'autre, il remplace. Donc, assez standard. Donc, moins une question pour moi, mais ça ressemble pour ça. Gestion des incidents, en startup, c'est tout le temps le feu. Donc, c'est what the fuck happened, régler tout de suite. Je ne veux pas savoir pourquoi, je veux que tu le règles. Donc, mais c'est plus ça maintenant que Medfort. C'est rendu différent, mais avant, c'était ça, pour donner un exemple. Mais on a identifié justement avec différentes affaires justement on a instauré des processus avec des logs qu'on peut voir en temps réel justement à la place que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui nous le dit, bien, on le voit en temps réel qu'est-ce qui se passe avec nos microservices et nos API. Donc ça a été plus facile, on peut le détecter en temps réel puis on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous le dise pour qu'on le règle. On le voyait que ça crachait au moins devant nos yeux. Donc, on avait un gros écran en bas à Chicoutimi, dans le bureau, gros écran qui était les logs à la longueur de journée là. Puis si tu regardais ça, ben, tu n'es un peu étourdi à un moment donné, parce que ça passait tout le temps de même. Ben, ça ressemble à ça. Partager les plans de développement pour les prochains mois, nouvelles fonctionnalités, évolution du modèle DI, expansion. Bon, évolution du modèle DI, j'ai un petit peu expliqué. On maximise ce qui existe. 2 minutes. Parfait. Puis, c'est quoi nos nouveaux marchés? Je vais y aller prendre plus pour les plans de développement. Puis, ça va un peu à la question aussi. La dernière question, c'est quoi les plans à 5 ans clients en santé? C'est certain qu'on parle beaucoup d'Agentic AI. Puis nous, notre but, c'est de monter un Agentic EMR. Fait que tu parles avec un médecin parle avec son patient, puis une rencontre avec, puis au fur et à mesure qu'il parle, bien, il peut avoir des affaires qui sont analysées dans le dossier médicaux en temps réel, puis qui sort, hey, ton patient, il a telle prescription, mettons, ça peut peut-être faire une contre-indication avec ce que tu es en train de parler. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct, c'est pour d'autres choses. Puis, à la fin, le but, c'est qu'une fois que la conversation est terminée, bien, il y a une génération qui se fait, mais pas une génération de notes. Une génération de notes, une génération de prescriptions, une génération de la facture médicale des actes, une lettre de référencement, mais comme toutes les
actions que théoriquement le médecin va faire dans le dossier médical, mais à la place que lui, il y a juste les informations que, mettons, une compagnie externe peut faire, parce qu'il ne peut pas faire des actions dans le dossier médical parce que c'est juste un API qui envoie du texte, du free text ou du JSON au dossier médical. Mais nous, étant donné qu'on est implémenté dans le dossier, l'avantage, c'est que du jour au lendemain, on peut faire toutes les actions que lui fait manuellement en cliquant dans chacune des places. Fait qu'à la place de naviguer dans l'EMR ou dans le dossier médical, il va avoir une feuille de route à la fin. Il va vérifier chacun des accès, chacun des éléments, la prescription, la prise de rendez-vous, la note, les demandes de blood sample, les demandes de prélèvement, etc. Puis il va dire oui, j'accepte. Puis automatiquement, toutes ces actions-là vont se faire dans le dossier médical. Il n'y aura pas besoin d'aller faire des actions à gauche, à droite. Donc, puis avec, il y a d'autres affaires qu'on va éclairer, mettons un chatbot que à l'intérieur du chatbot, bien, tu peux poser des questions, puis lui, il va aller chercher des informations, puis il va aller trouver les éléments dans le dossier médical du patient aussi. Donc, vraiment pour améliorer la qualité de la travail, puis aussi la rapidité. Surtout avec la nouvelle loi qui vient d'arriver, qui promouvoit beaucoup l'efficacité chez les médecins, bien, ça en fait partie, puis nous, ça fait qu'on veut juste essayer d'aider encore plus. Donc, au fur et à mesure, on essaie d'aider les professionnels de la santé le plus possible, comme on peut. Mais c'est ça. En général, moi, dernière affaire avant que je vous laisse, ici, je vais avoir un petit peu de questions, 2-3 minutes de questions. Moi, ce que j'ai dans ma tête, là, c'est genre, tu vas dans une clinique, tu sais, les booths, les genres de booths là, Zoom là, que tu vois dans les grosses entreprises, que tu rentres dedans, là, puis que c'est comme une petite cabine, là. Une cabine téléphonique, mais genre fancy, un peu cute. Là. Tu rentres dedans, puis c'est isolé partout. Bien, tu rentres dedans, puis à l'intérieur, bien, il y a un écran, il y a une chaise, tu peux t'asseoir. Ça prend ta tension, ta pression artérielle en temps réel, ton pouls cardiaque. Ça prend tes informations en général de santé. Puis tu parles avec un agent conversationnel. Puis tu dis pourquoi tu es là aujourd'hui. Fait que c'est un peu le même principe que du pré-triage, mais c'est un pré-triage qui serait fait par l'intelligence artificielle, grosso modo. Puis basé là-dessus, après ça, tu serais soit envoyé à la maison pour dire il y a un médecin ou un infirmier qui va t'appeler parce que tu n'as pas besoin d'être évalué physiquement. Puis il va y avoir des médecins, puis des physios, puis des pharmaciens qui vont être là physiquement au cas où tu as besoin en soi. Fait que tu enlèves un peu la latence d'aller à l'hôpital ou, tu sais, l'hôpital, quand tu vas à l'hôpital, absolument, c'est parce que douleur de 7 à 8, tu as 10 sur 10. C'est ça. Faut que tu ailles à l'hôpital parce qu'il faut que tu ailles à l'hôpital. Sinon, tu aurais des cliniques externes que tu dis, comme je commence à pas filer, tu pourrais aller, puis là, ben, il y aurait des algorithmes, des intelligences artificielles qui t'aideraient à faire le pré-triage puis t'envoyer à la bonne place au bon moment en soi. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. C'est juste, ça existe déjà, by the way, hein, dans le health tech pour les space, pour la santé des astronautes. Ça existe déjà, ça, ce que je vous explique exactement. C'est juste de l'amener au grand public. Donc, merci beaucoup. Je vais demander les questions, questions ouvertes, s'il y en a. Oui, si vous en avez, dans le fond, on va les capter. Fait que je vais venir vous voir avec le micro. On en a une. Je vais en poser, mettons, 3, gros max 4, là, si vous êtes vraiment insistant. Ma conjointe a commencé à l'utiliser dernièrement. Elle est travailleuse sociale. Puis elle a eu quelques refus des patients qui ne veulent pas être enregistrés. Vous avez-tu des statistiques? C'est quoi le pourcentage de monde qui ne veulent pas se faire enregistrer? En général, dans notre clientèle qu'on a en ce moment, les dernières statistiques qu'on avait, c'était 99% d'acceptation. Donc, c'est très élevé. C'est certain qu'il y a certaines portions où est-ce que c'est la santé mentale, où est-ce que des gens qui font, dépendamment c'est quoi les rendez-vous des personnes en santé mentale qui vont faire de l'angoisse ou, mettons, un peu de schizophrénie, ces affaires-là, bien, c'est certain qu'eux vont avoir plus de résistance pas mal. Mais je te dirais que dans la population générale, c'est accepté à 99%. Là. Puis, même si ce n'est pas accepté, bien, le médecin, après la rencontre, il peut faire une dictée naturelle, comme s'il parlait à son ami, puis dire « j'ai vu mon patient, telle affaire », puis il peut parler comme s'il parlait à son collègue ou à son résident, puis il fait juste un résumé rapide de 2-3 minutes, puis ça va faire une note complète quand même. Donc, pour eux qui se faisaient refuser, bien, c'était l'alternative de juste dicter de façon naturelle la note, puis ça le faisait. Ceux qui ont travail social, dicter une note, c'est plus compliqué, parce que des fois, ça peut être des rencontres jusqu'à 3 heures, là. Mais c'est vraiment dans ces cas qui sont plus edge case là, qu'on a moins d'acceptation en soi. Là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui,
c'est aussi beaucoup plus, avec ChatGPT, puis ça, le monde sont beaucoup plus à l'aise avec les AI et tout, là, donc c'est plus facile encore qu'avant. Avant, on a fait le travail pour vous démontrer que c'était correct, et ainsi de suite, mais à cette heure, le monde connaît mal tout ça, là, fait que c'est plus facile. Est-ce que les syndicats vous mettent des bâtons dans les roues aussi? Non. Non, pas nécessairement. Sont super enjoués justement parce que ça l'aide les professionnels en soi. Puis nous, on n'oblige pas d'augmenter les quotas en soi, là. Nous, on est vraiment juste là pour aider. Rendu là, si les syndicats vont travailler avec les patrons pour trouver une entente de si on rentre cet outil-là et on le paye, bien, ça va être quoi la performance qu'on demande. Mais nous, en tant que compagnie, on fait juste offrir l'outil et on veut vous aider. Rendu là, si c'est vos patrons qui vous demandent de voir 6 patients de plus par jour, bien, nous, personnellement, ça ne nous impacte pas. C'est vraiment la décision des patrons en tant que tel, là. Question? All right, on en a une dernière. Let's go. Faut parler dans la petite boîte. Ok. Ouais, ma question, c'est plus par rapport au processus d'aide à la décision là, que vous avez prévu pour les améliorations futures. En fait, il y a beaucoup de médecins qui disent qu'avoir un processus d'aide à la décision pour assisté par AI, ça peut biaiser sur un diagnostic. Par exemple, si l'AI il te dit le patient, je pense qu'il a ça, le médecin va peut-être pas penser à d'autres choses et va être biaisé par rapport à ce que l'AI a dit. Et ça, c'est un des problèmes les plus connus dans ce domaine-là. Et j'aimerais savoir c'est quoi votre idée là-dessus. Oui, bien, je suis 100% d'accord, effectivement. C'est quelque chose que nous, on ne veut pas faire. Ce que j'ai dit tantôt, c'est vraiment par rapport aux contre-indications. Fait que, par exemple, la personne elle a clairement une médication X, puis le professionnel de la santé est en train de s'enligner dans une discussion où est-ce que ce serait une contre-indication directe à sa médication. Bien là, nous, on va lever un flag. On ne dira pas tu dois dire ça. C'est comme hey, on a détecté que ce que tu dis, c'est pas que ça fait pas de sens, mais que ça fait pas de sens. Dans un certain sens. C'est plus, mettons ça en soi, que vraiment dire voici le chemin que tu dois entreprendre en soi. C'est souvent un petit peu la différence entre les deux. Je suis 100% d'accord avec toi. Nous, c'est toujours quelque chose que, chez Kerwick, quand on était les propriétaires, c'est quelque chose qu'on ne voulait jamais toucher parce que, pour faire ça, il faut que tu sois dispositif de niveau 2 de Santé Canada. Fait que pas personne ne peut faire ça. Il faut que tu sois FDA, je pense, aux États-Unis. FDA, aux États-Unis. Fait que faut être les grosses licences. C'est comme si ce serait des dispositifs d'intrusion dans le corps, théoriquement. Que c'est des grosses licences à avoir, puis ça coûte des milliers, des millions de dollars en investissement de recherche-développement et c'est plus, pas de brevet nécessairement, mais plus de certification politique, parler, processus, lawyers, ces affaires-là. Donc, c'est beaucoup d'argent pour au final faire que souvent de fois, les médecins vont peut-être pas nécessairement faire confiance. Je pense qu'éventuellement, avoir un outil qui aide un peu les patients à faire plus d'orientation que le 411 qui t'appelle si mon enfant s'est cogné à la tête, ben tu pourrais y mettre de la glace, mais va à l'hôpital. Genre, tu sais, un genre d'entre-deux, tu sais. Fait que ça, éventuellement, ça pourrait aider au niveau des patients, mais au niveau des médecins, éventuellement, c'est plus vers ce que j'ai dit tantôt, là. Oh, une dernière question. Battez-vous pas, là. Ça va être la dernière parce que... Dans les IA en général, de plus en plus, les IA s'entraînent sur le contenu qu'ils trouvent. Dans votre cas, ils vont s'entraîner sur les dossiers patients, puis réviser ce qu'il y a dans le dossier pour avertir le médecin s'il détecte quelque chose d'anormal. Mais c'est l'IA qui produit les nouvelles notes au dossier. Fait qu'elle va se trouver à s'entraîner elle-même. Risques-tu d'accumuler un biais sur ce que l'IA génère et qu'elle reprend comme une vérité par la suite? Très bonne question. C'est certain qu'en ce moment, nous, c'est pas nécessairement... On ne fait pas nécessairement de l'entraînement sur nos propres notes en soi. On va aller fetcher les informations. On va aller chercher les informations, les données des patients pour mettre du contexte. Mais il n'y aura pas nécessairement d'entraînement spécifique sur les notes en soi. Même si on voudrait faire de l'entraînement sur les notes, il ne faut pas oublier que les médecins, ils lisent les notes, puis ils revisent, puis ils acceptent, puis ils approuvent. Puis dans la plupart du temps, les notes sont beaucoup plus complètes de ce que le médecin aurait mis en général. Donc, beaucoup plus facile pour un autre humain ou un autre AI de le prendre en considération pour faire la prochaine chose. Donc, en ce moment, on n'entraîne pas nécessairement sur les notes actuelles, parce que les notes actuelles, c'est ça. C'est ça. Ça ne ferait pas super du bien à nos modèles, mettons. Donc, c'est ça.
Merci. Si vous avez d'autres questions, dans le fond, vous pourrez soit écrire à Antoine directement ou même juste lui parler live là. Il n'est pas parti écouter le webinaire. Yes. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Yes, merci tout le monde. Présenter ça. Merci.